Et bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast sur Clean Sheet, un podcast qui nous emmène cette semaine dans notre bon vieux championnat anglais, la Première Ligue, mon championnat de prédilection, puisque vous le savez tous, je suis supporter de Brighton, mais ça ne m'empêche pas de regarder d'autres équipes. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément d'Aston Villa, avec l'un de ses suiveurs français les plus célèbres, qui est Quentin Gesp. Salut Quentin. Salut à tous. Et je suis aussi accompagné de mon ami Tom, qui est, lui un suiveur, attentif du championnat anglais. Il tweet beaucoup en français et en anglais sur le championnat. Salut Tom, comment tu vas? Salut à tous. Écoute, oui, effectivement, bonne description, hein. Je peux pas dire que je suis fan inconditionnel des Villains, mais c'est vrai que je suis assez proche le championnat au moins. Bah, tu vas pouvoir nous apporter effectivement ton éclairage sur la Première Ligue, hein. Moi, je regarde pas tous les matchs, hein. Je regarde Brighton. Je me mets tout doucement à revoir quelques matchs d'Arsenal aussi. Donc ça me prend un peu de temps. Donc voilà, vous allez pouvoir nous parler un peu plus en profondeur d'Aston Villa. Mais pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux? Vas-y Tom. Bon. Ouais, je vais y aller. Moi, je suis Thomas Abadi, je suis franco-britannique de naissance. Fan plutôt de l'Olympique Lyonnais par choix, malheureusement, ces jours-ci. Mais écoute, on fait avec. Choisis Et pas sa famille, hein. voilà, on choisit pas sa famille. Ouais, alors tu me diras, choisir l'Olympique Lyonnais, c'était vraiment un choix, hein, quand j'étais jeune. Mais T'assumes maintenant. à l'époque, à l'époque, c'était Karim Benzema plutôt que Kadewere, quoi. Donc voilà, c'est quand même pas pareil le niveau. Mais écoute, et puis après, ouais, du coup, avec la double nationalité, plutôt devenu supporter proche, on va dire plutôt de Manchester United en Angleterre, mais généralement assez proche suiveur du championnat. Et du coup, journaliste freelance aujourd'hui. Oui, effectivement, je tweete beaucoup. Je pense que c'est un peu ma source de, pas ma source de revenus, mais ce qui me prend le plus de temps, je pense, dans une semaine, c'est plutôt ça, malheureusement. D'accord. Et toi, Quentin? Alors moi c'est Quentin Gesp, je suis complètement français, mais complètement anglais d'adoption. Parce que voilà, depuis tout petit, je suis avec grand intérêt la Première Ligue et un petit peu le Championship quand je peux. C'est plus récent, on va dire, mais voilà, j'ai appris à aimer aussi ce championnat de par le passage de Villa dans la deuxième division. Moi, je suis aussi journaliste, donc je travaille pour le média 90 Min, où je suis éditeur de contenu pour toute la partie française, parce que c'est un média qui est international. Et donc voilà, supporter d'Aston Villa depuis de longues années et peut-être l'un des rares représentants français de ce club que j'espère on arrivera à vous faire apprécier au travers de ce podcast. Bah écoute, je pense que ça sera effectivement le cas, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir avec moi, donc toi ce que j'ai lu dans ta bio Twitter, hein, Quentin, c'est que tu es journaliste donc pour 90 Min, aussi pour Sport 24. Alors je pense que tu écris aussi pour le Figaro, pour God Ouais. Save the Foot, hein, qu'on suit tous. Alors je sais pas si les podcasts reprendront. Je crois que ça fait un moment que vous êtes en pause là-dessus, je crois, hein. Ouais, ouais, absolument. Je suis rédacteur bénévole pour God Save the Foot, qui est le média de référence pour tout ce qui est foot anglais et foot britannique dans son ensemble. Parce que le côté britannique est très important. On a la chance d'avoir notamment l'aide du compte dédié au championnat écossais et au championnat irlandais. Donc voilà, on a deux gros apports à ce niveau-là. Les podcasts n'ont pas encore repris ces derniers temps, mais c'est vrai on a pour projet de s'y remettre pour apporter un petit peu plus des éclairages à ce sujet-là, ouais. Et puis toi, Tom, tu écris beaucoup sur l'Olympique Lyonnais en français et en anglais. Tu le disais tout à l'heure, c'est ton club de cœur. Tu as aussi ton podcast Tea Time Tom, où tu as eu en plus la gentillesse de m'inviter il y a quelques semaines. Et puis, bah, comme tout le monde, j'allais dire comme tout le monde, non, c'est une blague, mais tu écris aussi pour Dernier Défenseur et plus récemment aussi pour le Ballon Rond. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de cette dernière expérience et nous présenter le projet Le Ballon Rond?
Bah écoute, Ballon Rond, c'était un peu. On s'est rencontrés en mars dernier, donc ça fait ouais, bientôt un an. Et en indépendant, on a écrit un e-book, un magazine en ligne pour l'Euro, en indépendant, juste à deux. On a récupéré, je pense que c'était 17 rédacteurs en plus. On a fait 132 pages pour présenter toutes les nations et faire, au-delà de juste du simple présentation meilleur joueur, équipe type, etc. On a aussi fait un article par nation, un truc un peu différent. Donc on a parlé de Lewandowski, des anciens managers de l'Ukraine, etc. Donc de là, c'est parti. On a fait ça en juin, ça a super bien marché. Et du coup, depuis le mois d'octobre, je pense, ou octobre ou novembre, on a relancé le projet en faisant un truc mensuel basé foot européen et africain, parce que Ballon Rond est plutôt basé au Sénégal. Donc on fait un magazine tous les mois où on parle de... Moi, je parle de Première Ligue et je fais un article rétro aussi. Donc là, bah, le dernier, Clean Sheet m'a permis m'a donné quelques infos sur Brighton notamment. Et puis j'ai parlé de l'aventure européenne de 2010 de Fulham, qui les a emmenés en finale de l'Europa League. Mais ouais, non, écoute, si c'est pour définir un petit peu chez qui j'écris, je pense que ça prendra une demi-heure, donc on va s'arrêter à ça, je pense. On fera un podcast spécial Tom un autre jour, effectivement, parce que toi Ah aussi, bah écoute, tu fais beaucoup de choses. pourquoi pas. Et toi, Quentin, alors qu'est-ce qui fait que tu sois devenu fan en fait d'Aston Villa? Parce que alors, si on te suit un peu sur Twitter, effectivement, tu tweets beaucoup sur le club, et donc voilà, moi c'est la raison aussi pour laquelle je voulais t'inviter. Moi, je t'ai bien identifié comme effectivement un suiveur du foot anglais, mais spécifiquement d'Aston Villa. C'est quoi ton histoire avec Aston Villa? Alors, c'est une histoire assez singulière et plutôt marrante. C'est que je regardais pas mal les matchs quand j'étais petit et voilà, au niveau des couleurs, on avait une association de couleurs qui était très différente de celle qu'on peut voir en fait en France. On n'a pas cette association du claret qui est cette espèce de violet, enfin voilà, qui n'est pas vraiment du violet, mais plutôt du bordeaux violacé, quoi, on va dire, et du bleu ciel, bleu roi, qu'on ne connaît pas du tout en France. Donc voilà, c'était d'abord un choix affectif au niveau des couleurs. Ensuite, bah voilà, forcément, j'ai commencé à m'intéresser aux joueurs, à l'histoire, etc. Et puis après, bah premier passage du côté de Birmingham. Et puis voilà, hein. C'est comme ça que c'est arrivé. J'ai enchaîné et puis j'ai enchaîné les matchs, j'ai enchaîné les déplacements, les voyages, etc. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, j'habite en Angleterre et je vais les voir très régulièrement. Tu habites à Birmingham ou tu es à Londres? Non, je suis basé à Londres, mais voilà, c'est un petit peu moins de 2 heures en train, donc je multiplie un petit peu les allers-retours dès que je peux et que le travail me permet. Voilà, c'est le côté un petit peu sympathique de la chose. Et ce qui est marrant, bah, effectivement, c'est assez singulier et c'est assez beau aussi comme histoire, mais surtout sachant qu'en fait, en Angleterre, cette association de couleurs, elle est assez, alors pas banale, mais on la voit, Burnley a à peu près les mêmes couleurs, West Ham a à peu près les mêmes couleurs, tu vois. Effectivement, en France, c'est pas très courant, mais en Angleterre, ça se voit un peu plus, et comme quoi, ben, une histoire d'amour, finalement, ça peut naître de pas grand-chose, quoi. Ouais, Et absolument. tu vas Je régulièrement t'avoue que aussi Pardon, vas-y. je t'avoue que je suis plutôt satisfait d'avoir choisi Villa plutôt que Burnley, mais bon, sans offense bien sûr aux supporters Aïe, de aïe, aïe, Burnley, aïe, hein, aïe. mais Les voilà, supporters de Burnley dans les commentaires, attention. voilà, non, je Là, tu- rigole, je rigole. J'ai beaucoup d'affection pour Burnley et j'espère qu'ils vont se maintenir cette saison. Ah ben, il y a des chances. Ils ont fait un beau mercato cet hiver avec Weghorst qui a marqué, et qui sont allés rosser mes petits Seagulls de Brighton 3-0. Heureusement que j'ai pas regardé le match, parce que je pense que j'aurais éteint rapidement. Mais c'est intéressant aussi. Ce qu'il faut rappeler, et on va commencer par là, c'est que Aston Villa est un grand club, hein, dans l'histoire du football anglais. Il fait partie des membres fondateurs de la Football League à la fin du 19e siècle, hein, vraiment donc du football organisé en Angleterre. Ça a fait aussi partie des clubs fondateurs de la Première Ligue en 92, et Aston Villa, il faut quand même se le rappeler aussi, a gagné
ça s'appelait pas la Ligue des Champions, ou je sais plus si ça s'appelait déjà la Ligue des Champions en 81-82, donc fait partie des 5 clubs anglais à avoir gagné la C1. Mhm. Peut-être une question plutôt pour toi, Quentin. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement l'histoire du club depuis la fin du 19e jusqu'au début du 21e siècle? Voilà, il y a bien des choses à dire au sujet du club. Voilà, ça fait partie du Big Six historique. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Big Six où il y aurait des Tottenham et compagnie, mais voilà, c'est vrai que au niveau des titres remportés, Villa fait bien partie de ces 6 gros clubs, quoi. Voilà, il y a une histoire qui est très riche, comme tu l'as dit, une Coupe d'Europe qu'on oublie évidemment parce que c'est pas Manchester United et ses nombreux trophées qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, c'est un club qui a énormément compté dans l'histoire du football anglais, de l'histoire de la création de la Première Ligue, de l'histoire du football de manière générale, parce que on sait que l'Angleterre a beaucoup influencé les autres pays au niveau de la création des championnats notamment. Et voilà, on a eu quelques belles heures qui sont plutôt dans le passé aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années 80, c'est un très grand club. Dans les années 60, c'est un très grand club. Et voilà, depuis 30 ans, il y a plus vraiment de titres. 30 ans, bientôt 40 maintenant. Mais voilà, on a eu quelques belles générations, notamment la génération O'Neill, que Tom connaît bien. Et c'est vrai que depuis, c'est un petit peu compliqué. Oui, et puis il faut rappeler quand même qu'Aston Villa est un club donc, qui est basé au nord-est de Birmingham, dans la zone d'Aston. Et Birmingham est la deuxième ville d'Angleterre. Donc on est quand même dans un environnement aussi où il y a quand même il y a des fans, il y a un vivier de joueurs, et on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais voilà, Villa est un grand club du championnat d'Angleterre. On en est à 10 minutes d'émission, tu as déjà mis une cartouche à Burnley et à Tottenham, à qui tu as rappelé le cabinet, hein, je sais pas comment on dit en français, mais la vitrine d'un trophée est vide. Voilà, je pense que tu vas te faire des potes sur ce podcast. Je fais un grand bond et je viens tout de suite en 2018 avec l'entrée au capital du milliardaire égyptien Nassef Sawiris, qui est l'homme d'affaires d'origine arabe le plus riche au monde, je crois qu'il est aussi le deuxième Africain le plus riche au monde, qui a racheté à travers sa société NSWE une partie des actions du club, suite à la volonté du propriétaire chinois qui était là depuis 2016, je crois, Tony Xia, de vouloir trouver des investisseurs additionnels pour entrer au capital. Donc Sawiris est arrivé au même moment que l'américain Wes Edens. Ils ont repris plus de la moitié des parts du club, hein, je crois qu'ils sont à 55%, et par la suite, Sawiris a racheté le restant des parts de Xia. Comment, dans un club traditionnel comme Villa, on perçoit l'arrivée d'un investisseur étranger? Vas-y. Ouais, en fait, déjà, je pense que, comme Quentin l'a bien décrit, c'est que c'est un grand club, effectivement. Moi, je pense que tu parlais tout à l'heure du top 6, je l'ai vu tout à l'heure en faisant ma recherche, c'est que c'est quand même en termes de points, depuis le début de la Football League à la fin du 19e siècle, c'est le 5e club avec le plus de points. Donc voilà, ça marque un petit peu le fait que ce soit déjà un club historique, et puis au-delà de ça, c'est un grand club qui a eu des grandes années effectivement de O'Neill, qui a eu Gérard Houllier, Rémi Garde, pour ceux qui connaissent un peu plus le football français. Je pense qu'on parlera un petit peu plus des joueurs qui ont pu passer par le club, mais effectivement, t'as un standing, c'est quand même un grand club qui effectivement était peut-être pas un monstre endormi, mais un peu dans ce sens-là, qui allait un petit peu moins bien. 2018, ils viennent de remonter en Première Ligue ou ils vont remonter en Première Ligue la saison suivante. Et voilà, ils sont en Championship. Faut aller réveiller ce petit monstre-là et le refaire un grand club qui mérite d'être. Est-ce que c'est bien accueilli? Écoute, je pense qu'il y a l'élément qu'en Première Ligue, tu as eu énormément de rachats. On pense évidemment à Chelsea, on pense maintenant à Manchester City aussi. Plus récemment, on a eu du coup Southampton. Mais Et Newcastle, voilà, hein. Et Newcastle, évidemment. J'oublie l'évidence actuelle. Mais, le club le plus riche du monde.
des clubs les plus riches du monde qui continuent de mettre Chris Wood en avant-centre. Tout est voilà. On fait beaucoup de potes avec Burnley aujourd'hui, hein, mais Déjà, il n'y a plus Joe Linton, donc déjà c'est pas mal. Il joue milieu apparemment si, maintenant. bien sûr, bien sûr que si. Il joue à la place de Bruno Guimaraes quand même. C'est quand même. Joe Linton est meilleur que Bruno Guimaraes. Voilà, c'est pas une phrase que j'aurais dit il y a quelques mois, mais écoute, on en est là. Mais ouais, pour revenir au rachat, je pense que effectivement, bien que ce soit un club traditionnel, je pense que tu as beaucoup de clubs traditionnels en Angleterre. Je pense à Wrexham aussi, qui est un club vraiment beaucoup plus bas dans les échelons et qui est le troisième club le plus vieux du monde et qui vient de se faire racheter par Ryan Reynolds. Donc en termes de rachat, je pense que ça devient très commun qu'ils doivent s'y faire. Quand on voit qu'il y a quand même une grande trace, allez, je ne veux pas critiquer le club ou quoi, mais il y a une grande trace quand même de mauvaise gestion financière dans ce club qui a mené à des relégations, qui a mené à beaucoup de problèmes, que ce soit les années 60, 70, et puis du coup plus récemment quand ils sont descendus en 2016. S'ils arrivent avec beaucoup de cash et qu'ils peuvent refaire remonter l'équipe, je pense que les fans, au début, tu dis bon, est-ce que j'ai vraiment envie de vendre mon âme à l'étranger? Je pense qu'en général, le rachat c'est plutôt bien placé dans le sens où ils n'ont pas changé les couleurs comme ça a pu être le cas à Cardiff par exemple. Ils ont gardé l'histoire du club, ils n'ont pas tout effacé comme a pu faire Red Bull aussi. Je pense qu'ils sont un peu dans le même dilemme que Newcastle dans le sens où c'est beaucoup d'histoire. Est-ce qu'on a envie de perdre ça? Je pense que quand tu vois comment a été géré le club sous Gia, je pense qu'ils peuvent être contents à la longue. C'est peut-être difficile au début de se dire qu'on était encore revendu, mais vu qu'ils avaient déjà été rachetés par le passé, je pense que c'était plutôt un rachat plus sain, si ça dure en tout cas. Pour ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard avec ce qui est les objectifs futurs. Moi, je veux pas trop m'avancer dans le sens où il y a des grands rachats qui ont pu se passer à Aston Villa et qui derrière n'ont pas trop marché. Donc, je pense que pour le moment, ils sont plutôt contents. Et évidemment, on parlera du mercato ces dernières saisons, qui est un peu plus lié au côté football. Mais en termes de rachat pur, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le moment. Et toi, Quentin? Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est un excellent résumé et bien plus qu'un résumé. Je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la première chose à savoir, c'est que dès qu'il y a un nouvel investisseur et qu'il y a encore plus étrangers, euh, c'est qu'il y a toujours cette crainte de voir le club à la fois perdre son identité, de ne pas avoir les mêmes ambitions, de pas avoir le même discours qu'avec les supporters. Et de ce point de vue-là, je trouve que la gestion de NSWE a été excellente à ce niveau-là. Et c'est qu'ils ont pas cherché à créer quelque chose de nouveau. Ils se sont vraiment appuyés sur l'histoire du club, son passé, le berceau de la ville en fait que constitue Birmingham. Et ils n'ont pas cherché à faire table rase du passé en apportant des idées, voilà, parce que le club a été racheté par NSWE, qui est en fait Nassef Sawiris, dont tu as parlé, qui est égyptien, et d'un autre côté Wes Edens, qui est américain et qui détient la franchise des Milwaukee Bucks, pardon. Et donc voilà, ces deux hommes-là n'ont pas cherché à vraiment faire table rase du passé pour créer quelque chose qui ressemblerait peut-être à de la NBA, mais ils ont vraiment pris en compte l'histoire du club pour bâtir quelque chose d'ambitieux. Voilà. Donc c'est vrai que vas-y. Pardon, non, mais j'allais dire qu'en fait, c'est marrant cette vague de propriétaires NBA là, qui rentrent dans le monde du football. J'avais écrit un article aussi sur Majorque qui est possédé par Rob Sarver, le propriétaire des Phoenix Suns. Là, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Le propriétaire des Boston Celtics vient de reprendre l'Atalanta. Ouais, c'est ça. Il y en a Euh, beaucoup en Italie, hein, surtout en ce moment. il y C'est en les a Américains, beaucoup ils en Italie. Alors, récupèrent déjà, les la moitié du Américains, championnat. ouais, c'est ça, les Américains, parfois d'origine italienne, comme Rocco Oui. Commisso, par exemple, hein, à Florence. Il y a beaucoup d'Américains déjà qui viennent dans le football européen, et souvent en Italie d'ailleurs, où il y a vraiment besoin de cash, et les clubs se reprennent pour moins cher qu'en Angleterre. Mais c'est marrant en fait que des propriétaires de NBA viennent dans le monde du football où entre guillemets les codes sont pas du tout les mêmes.
Là, je savais pas que Wes Edens était propriétaire des Bucks, mais quand on connaît un peu le basket et quand on connaît un peu la franchise, voilà, c'est quand même c'est l'état du Milwaukee, donc c'est quand même voilà, c'est pas les Lakers quoi. Hein, donc il y a probablement aussi une façon d'aborder les choses qui est intelligente. En tout cas, ça a l'air de fonctionner comme vous le dites tous les deux. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que en fait, dans l'histoire récente d'Aston Villa, ça a plutôt été un club yo-yo. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas, c'est un club qui s'est partagé entre le ventre mou de la Première Ligue et les contenders à la montée pardon, en Championship. Euh, Est-ce que finalement c'est juste cet afflux d'argent de Sawiris qui a permis à Villa de s'extirper de cette position et aujourd'hui d'essayer d'être un contender pour les places européennes en Première Ligue? Je pense qu'il y a, oui, il y a effectivement le côté yo-yo en tout cas, mais j'aimerais le préciser parce qu'il y a quand même entre 92 et 2018, il y a quand même 24 ans de Première Ligue. Alors effectivement, c'était pas toujours tout en haut du championnat. O'Neill, je pense qu'à probablement la meilleure période avec les Agbon Lahore et compagnie, Ashley Young, Gareth Barry et Milner par exemple. Et Angel Euh, aussi, hein, l'attaquant colombien, je me souviens bien de lui, passé par bien River sûr, Plate Angel aussi. aussi. Voilà, donc les débuts des années 2000, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il y a plusieurs épopées, peut-être pas épopées, mais en tout cas campagnes européennes dans ce lot-là. Un peu dans les eaux de ce que faisait Everton avec Moyes aussi. Aujourd'hui, après être redescendu et s'être stabilisé, je pense qu'ils vont beaucoup mieux et ils vont pouvoir rivaliser avec effectivement avec Brighton maintenant qui fait du très bon boulot. Southampton, je pense que d'ici 18 mois sera bien mieux qu'il l'était en début de saison. Est-ce que c'est que l'argent qui arrive? Je sais pas. Je pense que déjà, évidemment, on en parlera de Grealish et son départ. Est-ce que ça a sûrement aidé un petit peu les finances du club et pour les rachats? Mais je pense qu'il y a une nouvelle, en tout cas, direction sportive. Et je sais que dans la trame, tu parles de Lange et Leth, ou Leth, en ETH. Et leurs arrivées, un petit peu comme ce qu'a pu faire Brentford et Southampton en termes de recrutement en Scandinavie. Donc je pense qu'il y a une nouvelle direction politique sportive avec le soutien financier derrière. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que après les années O'Neill, il n'y avait plus aucune direction sportive en tout cas. Ça allait dans tous les sens et forcément, bah, ça aboutit sur une descente en Championship. Donc voilà, c'était la faute à des mauvais recrutements, qui sont à la fois liés à l'argent qui était mal investi, mais aussi à des scouts qui n'étaient pas à la hauteur. Ça n'a pas non plus marché très bien en Championship parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont été payés très cher, qui n'ont rien apporté au club. Et en fait, c'est vraiment la montée en Première Ligue qui a tout changé au club. Parce que le club a énormément investi dans sa formation, a énormément remis en question son système de recrutement. Et voilà, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'a fait Wes Edens avec les Bucks, justement. On en parlait il y a quelques minutes. Mais il y a un très beau parallèle à faire entre ce que Wes Edens a fait avec Milwaukee. Il a fait table rase d'une équipe qui était pas, enfin, qui était la risée peut-être de la NBA pour en construire un des clubs, enfin une des franchises capables de remporter la NBA. Moi, je suis pas un spécialiste basket, mais je sais que c'est ce qui a été fait et je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Et voilà, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux modèles. Et je pense que à ce niveau-là, Wes Edens a énormément apporté dans son expertise à la fois du sport professionnel, mais aussi du projet qu'il veut mettre en place. Voilà. Alors, vous avez chacun commencé à toucher des sujets qui sont intéressants. On parlera de la formation un peu plus tard, mais vous avez commencé à parler de Johan Lange, qui est donc le directeur sportif danois du club, qui a été rejoint par la personne qui lui a succédé au FC Copenhague, qui est Frédéric Lett, qui a 26 ans et qui est, alors son titre exact, hein, c'est Head of Football Research. Alors, c'est un terme qui est difficilement transposable en France parce que déjà à des lieux d'avoir des directeurs sportifs, on va dire, qui fonctionnent correctement. Donc,
Je sais même pas ce que Head of Football Research pourrait C'est donner. très à l'anglaise, hein. On va te mettre dans un rôle où tu regardes des écrans, tu joues au Football Ouais, c'est Manager ça, et c'est tu nous ça. retrouves des joueurs, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc je sais pas si c'est directeur de la data ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. C'est plus évolué que les scouts à Lyon, en tout cas. Ça, je peux te garantir que ça va un peu plus loin. En tout cas, le tandem danois, donc qui a bien fonctionné au FC Copenhague, arrive à Villa. C'est quoi leur impact? Est-ce que vous avez une idée de leur méthode de travail? Tu disais tout à l'heure, Quentin, que il y avait des scouts qui étaient pas assez efficients. Est-ce qu'ils ont changé de façon systémique les choses, ou est-ce qu'on a juste remplacé les têtes pour avoir un réseau un peu plus efficace? Je pense qu'il y a, je ne saurais pas te dire comment ils travaillent parce que c'est trop secret et c'est peut-être ça le secret en fait, c'est qu'ils travaillent sans avoir besoin de l'aide de médias et compagnie. Donc voilà, moi je dis ça en tant que journaliste, mais je sais qu'il y a beaucoup de profils qui ont été conseillés à Villa et Villa s'est jeté dessus, voilà, n'importe comment. Donc voilà, c'est surtout en fait cet apport de la data, comme vous le disiez juste avant, qui a énormément changé au sein du club. On avait Jesus Garcia Pitart qui était juste son prédécesseur, qui lui s'appuyait beaucoup sur des scouts qui n'étaient pas forcément les bons. Après moi, je trouve que Pitart a fait quand même du bon boulot par rapport aux moyens qui lui étaient mis à disposition. Mais c'est vrai que Langueux est plus dans ce côté recruter grâce à la data des joueurs dont on ne connaît pas énormément les qualités pour nous, donc grand public, mais qui est vraiment en train de cibler des profils qui correspondent à des besoins très particuliers. Voilà, et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles Villa s'est positionné pour Buendia, par exemple, l'été dernier, en ciblant un joueur qui avait des qualités similaires à celles de Grealish, mais sur l'autre côté où il y avait vraiment un manque à ce moment-là. Voilà. Je pense que ça fait partie de la nouvelle vague un petit peu en première ligue. Tu le vois beaucoup avec la Scandinavie un petit peu partout. Enfin, on peut parler même en Ligue 1. Hein. Tu prends Patrick Berg qui vient d'arriver à Lens Ouais. et les autres recrues à Reims aussi. La Scandinavie est très populaire en ce moment. Alors, est-ce que ça vient du fait que euh, déjà c'est plus simple pour beaucoup de Scandinaves d'avoir des sélections nationales, qui est très important pour quand ils vont chercher un permis de travail avec post-Brexit. Mais c'est aussi des championnats qui sont un petit peu moins regardés par les grands scouts européens. Et donc, bah, nous, on en avait parlé avec Clean Sheet sur l'épisode de Brighton, mais c'est vrai que si tu as un club intelligent milieu de tableau en première ligue, tu vas aller chercher des championnats qui sont un peu moins regardés. Donc l'Équateur pour Brighton, mais ici c'est un peu plus la Scandinavie. Je serais pas surpris s'ils font venir quelques joueurs de Copenhague. Déjà, ils font venir un joueur qui a fait venir l'Ange à Copenhague, qui est Robin Olsen, qui est maintenant en prêt depuis la Roma, mais il a aussi fait venir à Marté. Il a parmi le développement de Jonas Wind aussi dans ce temps-là. Euh, le tandem, je pense, va marcher très bien. Alors, ils ont jamais vraiment bossé ensemble, mais c'est vrai qu'il y a de la continuité, donc je pense qu'ils vont pouvoir effectivement continuer à utiliser la data et aller chercher des Scandinaves. Mais tu parles de Buendia, c'est un très bon exemple, mais moi je parle encore plus de peut-être de Martinez, qui fait partie de cette vague de joueurs que bah, Aston Villa relance un petit peu avec l'expérience anglaise. C'est-à-dire que Martinez, il était remplaçant à Arsenal et en fait, au moment où il arrive à Aston Villa, il venait de récupérer sa place de titulaire. Enfin, il vient Mhm. de prendre une place de titulaire parce qu'il avait jamais vraiment eu à la place de Leno. Ouais. Mais je prends Digne, par exemple, qui était mis au placard par Benitez. Tu prends Chambers aussi, Leon Bailey, Traoré. C'est tous des joueurs qui vont relancer avec un petit peu d'expérience anglaise. Alors Leon Bailey, pas tellement, mais Traoré avait joué un petit peu à Chelsea. Et évidemment, Coutinho. Martinez et Chambers, ouais, c'est ça, surtout. Mais voilà, ils ont tous un petit peu d'expérience en Angleterre, qui est quand même pas le championnat le plus simple pour s'adapter. Et quand Mm. tu prends des joueurs comme Digne pour jouer à gauche, tu prends Coutinho aussi récemment, c'est tous des joueurs qui sont peut-être pas au meilleur de leur forme, mais qui sont accessibles et qui veulent croire au projet de Aston Villa. Et je pense que c'est encore plus exacerbé par l'arrivée de Gerrard. Donc Lange et Let vont pouvoir utiliser Gerrard comme attraction et pouvoir faire venir beaucoup de joueurs qui vont peut-être un petit peu moins bien et progressivement
le club se développera et pourra chercher des joueurs un peu plus en vogue plutôt que des joueurs soit mis au placard, soit un petit peu moins bien dans des plus grands clubs. Et ils pourront s'installer un petit peu progressivement plus en plus haut dans le classement. Alors, tu commences à parler de Gerrard, on en parlera juste après, mais Quentin, tu mentionnais effectivement le départ de Jack Grealish, hein, qui est parti l'été dernier pour Manchester City après avoir refusé l'année d'avant déjà un premier transfert. Euh, Est-ce que pour toi, son départ a été subi ou est-ce qu'au contraire, il a été bien orchestré? Je précise ma question. En fait, dès qu'il part, le club signe 3 joueurs pour le remplacer. Leon Bailey, Danny Ings et Emi Buendia. Les 3 ont coûté relativement cher, hein. Grealish part pour 100 ou 110 millions. Buendia, c'est je crois 40 millions. Danny Ings, c'est une trentaine. Leon Bailey, ça doit être entre 20 et 30 aussi. Donc, il y a un réinvestissement immédiat de la manne qu'a apporté Jack Grealish. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour juger, mais c'est-à-dire que pour l'instant, on peut encore émettre un doute sur la qualité du remplacement d'un joueur comme Grealish par ces 3 recrues. Euh, comment tu vois, toi, la gestion du départ de Grealish? Alors, c'est une question qui est bien plus difficile qu'on ne peut le penser, dans la mesure où au départ on se dit que c'est subi, puis on se dit que c'est finalement bien anticipé, et après on est en train de se dire est-ce que ça a été si bien anticipé que ça? Moi, je suis un petit peu entre les trois. J'ai pas d'opinion vraiment hyper fixée à ce niveau-là. Je pense que déjà Grealish a signé son contrat en ajoutant une clause libératoire. Donc Villa était prévenu qu'un départ était potentiellement envisageable. Ensuite, Villa s'est vraiment renseigné sur des profils qui pouvaient correspondre pour le remplacer. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Christian Purslow, qui est le directeur sportif du club, enfin le président plutôt du club, qui au moment d'annoncer le départ de Grealish avait fait 6 minutes d'interview en disant que La com était très euh, très propre, hein. ouais, Pardon, je te coupe, absolument. mais je me souviens de ce communiqué qui était, mais alors, ça avait l'air d'être préparé depuis des semaines, hein, ce truc, hein. Ouais, ouais, complètement. Super professionnel et c'est pas si étonnant finalement parce que c'est quelqu'un qui vient de très grands clubs. Là aussi, ça fait aussi partie de ce step-up qu'a entrepris Villa, de s'entourer de gens très compétents et Purslow en fait évidemment partie parce qu'il a eu une expérience à Chelsea, à Liverpool et donc c'est un profil très très important. Et donc voilà, dans son communiqué, il avait dit que Villa avait parfaitement ciblé des profils similaires à ceux de Grealish, tout en essayant de se défaire de cette Grealish dépendance. Et donc, au lieu d'investir sur un joueur avec les mêmes qualités que Grealish, ils avaient choisi 4 joueurs qui avaient des qualités similaires, en incluant Watkins dans ces 4 joueurs. Donc voilà. Après, les 3 autres recrues, Buendia, Ings et Bailey, ont été choisis en conséquence. Et finalement, en fait, ça n'a pas si bien marché que ça parce que on se rend compte que Ings et Watkins ne sont pas vraiment compatibles. Bailey est tout le temps blessé pour l'instant, malheureusement, même s'il a montré quelque chose d'intéressant. Et Bailey en début de saison et Buendia en début de saison a eu un petit peu de mal à s'adapter au niveau des stats. Mais voilà, aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs de Villa, si ce n'est le meilleur. C'est l'un des joueurs qui crée le plus d'occasions, donc c'est vraiment la satisfaction de ce recrutement, je pense. Voilà. Et justement, alors, Tom avait commencé à en parler. Steven Gerrard est arrivé fin 2021 en remplacement de Dean Smith, qui était d'ailleurs accompagné de John Terry à l'époque. Euh, quel est, euh, quel est l'impact de l'arrivée de Gerrard au-delà du bilan comptable et en quoi est-ce qu'il correspond en fait à l'institution et au projet d'Aston Villa? Bah, je pense qu'au-delà du comptable, parce que le comptable, on verra en fin de saison, parce qu'il y a eu des très bons débuts, mais après ça a un peu stagné récemment.
Mais je pense que moi j'ai noté quelques trucs pour Gerrard, alors que moi je l'ai beaucoup suivi en tant que pas supporter, mais en tout cas quand je grandissais, voilà, dans les années 2000, c'est vrai que Gerrard, Lampard et Scholes par exemple, c'était les grands de Premier League. Donc qu'est-ce qu'il amène? Une nouvelle mentalité, je pense. J'ai aucun problème avec Dean Smith, mais c'est vrai que qu'un champion comme Gerrard, c'est quand même pas pareil. C'est une exigence de travail autre. Euh, qui connaît peut-être un peu mieux le haut du classement. Dean Smith, je pense que c'est très bien au milieu de tableau et il apporte son expérience du Championship pour faire évoluer des joueurs de Football League par exemple. Mais Gerrard, il va te pousser à un autre niveau. Il va effectivement aussi aider dans le recrutement. Tu vois, quelqu'un comme Coutinho ne viendrait jamais à Aston Villa s'il pouvait pas être entraîné par Gerrard. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de clubs. Si t'as pas un entraîneur qui t'inspire, t'as beaucoup de joueurs qui viendraient pas. Et après, il arrive avec des tactiques et des positionnements très clairs qu'il avait instaurés en Écosse et qui prendra un peu de temps à installer à Aston Villa, voilà. Je pense qu'il est plus offensif déjà. Je pense que déjà là-dedans, il est un peu plus offensif que Dean Smith et qui peut apporter beaucoup pour des attaquants, même des milieux de terrain. Voilà, je pense qu'on parlera aussi dans la section académie, mais quelqu'un comme Ramsey peut énormément progresser sous Gerrard, qui va l'aider à progresser quand il va vers l'avant, quand il se proposer dans le jeu offensif. Et je pense que voilà, il arrive à transcender des joueurs qui arrivent à le motiver un petit peu plus. Et voilà, que ce soit Ramsey, McGinn ou les milieux de terrain, que ce soit jeunes ou plus vieux, vont beaucoup progresser avec Gerrard qui va beaucoup leur expliquer ce qu'il lui il a pu vivre dans sa carrière et ça permettra à mettre en place parfaitement les tactiques qu'il veut mettre. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir, je pense pour Gerrard. Je pense que c'était un bon choix pour lui. Je pense que beaucoup de fans de Rangers étaient un petit peu déçus de voir son départ, même s'ils savaient qu'il allait partir. Euh, Après, je pense qu'il y avait plutôt un espoir que ce soit pour Liverpool. Je pense que Gerrard n'allait pas attendre aussi longtemps que Klopp parte. Donc une bonne expérience à Aston Villa d'abord lui permettra de progresser et puis d'aller chercher peut-être un jour son job de rêve en Merseyside. Et pour toi, Quentin, plus en rapport à toi qui es supporter d'Aston Villa, en quoi tu vois un mariage de raison entre Stevie G et Aston Villa? Je pense il correspond parfaitement à cette image que veut instaurer Villa, c'est-à-dire celle d'un club sérieux avec des ambitions et capable d'aller chercher des places européennes. Voilà. Après, en matière d'image, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que c'est une grosse figure emblématique, en tout cas de la Première Ligue. Et Villa aussi veut renforcer cette image de club historique de Première Ligue, donc ça correspond parfaitement. Euh, Après, au niveau de son profil, je pense que c'est quelqu'un qui est ambitieux comme les propriétaires du club, et donc ça colle parfaitement à ce niveau-là, ouais. Oui, et puis moi, je rejoins tout à fait ce que dit Tom. Alors effectivement, je pense que c'est un secret pour personne. Je pense que Steven Gerrard, à long terme, et je dis bien à long terme, le poste qui veut briguer, c'est Liverpool. Bon, le truc, c'est qu'aujourd'hui, à Liverpool, il y a Jürgen Klopp et que Jürgen Klopp s'en ira quand il aura envie de s'en aller. Donc effectivement, ça faisait aussi du sens du point de vue du plan de carrière de Steven Gerrard devenir prendre une première expérience avec un bon club de première ligue avant potentiellement un jour de rejoindre Liverpool. Il y a un point aussi sur lequel Steven Gerrard va être important et que vous avez commencé à toucher tout à l'heure, c'est l'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe première. Euh, Juste pour recontextualiser un peu, et tu as commencé à en parler un peu aussi, Quentin, Aston Villa a fait pas mal d'investissements en ce sens. Ils ont investi 14 millions de livres l'année dernière dans le centre d'entraînement de Bodymoor Heath, si je prononce bien, en y incluant des Absolument. terrains et un petit stade, merci, et un petit stade de 500 places pour les équipes de jeunes. Ils ont investi également 6 millions de livres dans un centre de performance dernier cri ultra moderne. Euh, le projet de Villa, est-ce que c'est vraiment aussi, et en se basant sur ce gros bassin que peut être Birmingham, est-ce que c'est aussi de miser sur les jeunes? Les investissements dans les académies, je pense que ça c'est de plus en plus. On l'a vu à Leicester, on le voit un petit peu plus maintenant à Brighton. Euh,
effectivement, il y a un bassin énorme. Voilà, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Pas tous les jeunes finissent dans les clubs londoniens. Donc il y a forcément un vivier à utiliser. Je pense que c'est une des questions que tu allais poser plus tard, mais est-ce que voilà, ça faisait partie de la politique sportive depuis quelques années? Bah, je pense que c'est un peu moins le cas. Je pense que si tu regardes même au niveau des jeunes et des titres qu'ils peuvent gagner, voilà, la grosse période où ils gagnaient des titres, c'était 2010-2013, où chaque section du club, que ce soit les U18, les U19, les U23, etc., gagnaient au moins un ou deux titres dans ces années-là. Et pendant 10 ans, il n'y avait presque rien, quoi. Et c'était un peu désolant à voir. Voilà, moi je citais quelques joueurs qui sont sortis de l'académie quand même dans les années 2000 plutôt, mais progressivement au fil des années. Il était quand même Gary Cahill, donc Chelsea, Gareth Barry qui est le joueur avec le plus de caps en Première Ligue, Mark Albrighton qui continue, on ne sait pas comment, à jouer à Leicester, Stephen Davis, irlandais, Jack Grealish, Craig Gardner, Agbon Lahore. Il y en a vraiment beaucoup. Et pour ceux qui regardaient la Première Ligue dans les débuts des années 2000, 2010, c'est vraiment beaucoup de joueurs que l'on connaît. Et c'était dommage de ne pas voir ça autant depuis quelques années, à part effectivement Jack Grealish. Et bah voilà, ils ont relancé un peu ça. Depuis 2-3 ans, il y a des finales de FA Youth Cup. Il y a une victoire en 2021 dans cette compétition-là. Tu as des joueurs qui sont sortis du coup récemment. Louis Brady, qui est un post-formation plutôt que formation pure. Après être passé à Barcelone, il a pu faire quelques apparitions en équipe première. Louis Barry, hein. Barry, pas Brady. Louis Barry, voilà. Brady, pardon, Barry, ben voilà, j'ai mal écrit dans le résumé que C'est le j'ai fait. Super Bowl qui Barry. te reste encore en tête. Voilà, ça va être ça, ouais, c'est un fou. Mais voilà, il a fait sa petite apparition, sa première apparition dans le grand clash qu'ils ont eu avec Liverpool la saison dernière. Bon, il est malheureusement reparti en prêt et je pense que c'est peut-être un sujet de discussion aussi de comment gérer ces jeunes joueurs parce qu'il y en a beaucoup dans la nouvelle génération. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui arrivent maintenant. Est-ce qu'ils l'ont peut-être fait par plus de nécessité ces derniers temps et ils ont intégré des jeunes joueurs comme Ramsey effectivement pour combler des manques? Je sais pas. Après, je pense que ça fait aussi partie de la nouvelle politique sportive, c'est d'intégrer effectivement ces jeunes, utiliser Gerrard comme support et pour continuer de les maintenir et de les soutenir pour progresser. Et effectivement, d'ici quelques années, commencer à utiliser vraiment un maximum, un petit peu comme a pu faire, je parlais de Lyon par exemple, qui utilise tous les ans des jeunes joueurs de leur académie, que ce soit pour bah, effectivement gagner des matchs et les utiliser un maximum, mais aussi pour l'achat-revente, ou plutôt surtout de la revente à un moindre coût. Donc je pense que politiquement, utiliser son académie, surtout avec un tel vivier, c'est la logique des choses, surtout dans un club qui n'est pas... bah, ils sont de plus en plus riches, effectivement, mais c'est pas exactement Manchester City non plus. Donc recruter à chaque poste tous les étés, je pense pas que ce soit possible. Donc autant utiliser un petit peu le vivier local et continuer de progresser avec les jeunes joueurs qui sont motivés pour jouer, pour possiblement, en tout cas on l'espère, pour leur club de cœur quand ils viennent de Birmingham. Tout à fait. Alors malheureusement, ils ont raté peut-être le meilleur joueur sorti de Birmingham sur les dernières années, qui est de Jude Bellingham, mais il y a quand même, pardon si je remue le couteau dans la plaie, mais dans cette stratégie de formation, peut-être une question un peu plus pour toi, Quentin. Il y a eu des arrivées assez importantes au club ces derniers temps. En 2019, je crois, c'est Mark Harrison qui arrive en provenance de West Brom pour prendre la direction de l'académie. Alors généralement quand il y a des encadrants qui viennent de West Brom pour s'occuper des jeunes, généralement ça se passe bien. Dan Ashworth était aussi passé par là. J'avais d'autres exemples en tête, mais les noms me manquent. Mais West Brom est un gros club formateur en Angleterre, hein. Donc Mark Harrison arrive en provenance de West Brom en 2019. Et là, cette année, ou fin 2021, Mile Jedinak, donc l'ancien milieu de terrain australien, est arrivé en tant que responsable des prêts, et Adam Henshaw est arrivé en tant que responsable de l'émergence des talents. Donc il y a aujourd'hui une vraie structure encadrante et a priori très compétente pour permettre justement ce passage entre les équipes de jeunes et l'équipe première.
est-ce qu'il y a eu aussi une façon de penser ou de repenser la formation à Villa? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on dit, je sais pas, est-ce que c'est comme à Barcelone où en gros, bah, entre les équipes de jeunes et l'équipe première, on utilise la même tactique? Est-ce qu'il y a un profil type de joueur formé à Villa, technique, physique? Voilà, c'est quoi, suite à ces arrivées, c'est quoi la philosophie qui en ressort? Alors, c'est très, très vrai ce que tu dis, au niveau de la formation. On l'a dit, hein, c'est l'axe principal du nouveau, de la nouvelle politique sportive, avec les nouveaux dirigeants. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un centre de formation capable de produire des joueurs pour évoluer en première ligue. Donc voilà, c'est ce qui a été fait depuis des années, enfin, depuis leur arrivée en tout cas des nouveaux propriétaires. Voilà, la structure, elle est hyper professionnalisée aujourd'hui. Comme tu l'as dit, les recruteurs de West Brom sont toujours, bah, enfin, aujourd'hui en tout cas, ça fait partie des meilleurs dans le pays. Villa fait aujourd'hui partie des clubs les plus attractifs au niveau de la formation. Donc c'est vrai vous aviez parlé des talents locaux, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Villa va chercher très jeune des joueurs qui sont pas forcément du vivier de Birmingham. Il y a eu des arrivées de joueurs d'Exeter, de plus du nord du pays, etc. Donc c'est vraiment une volonté de devenir le meilleur centre de formation du pays, parce que c'est là où Villa a des chances, en tout cas, de se perfectionner. Excuse-moi, Après Quentin. Yedinak, ouais, Pardon, vas-y. excuse-moi, je te coupe avant que tu parles de Jedinak. J'avais lu un article, mais malheureusement j'ai oublié les noms, mais a priori il y a des jeunes même qui refusent les clubs de Manchester ou Liverpool pour aller dans le programme d'Aston Villa. Est-ce que tu as les noms en tête? Ouais, alors c'est vrai que Villa a énormément d'influence et s'est renforcé au niveau de sa structure et donc à tel point que certains jeunes voient davantage de perspectives de carrière et de possibilités de découvrir la première ligue que dans certains gros clubs type Manchester United. Donc c'est le cas de Tim Iroegbunam qui lui a été formé évidemment à West Brom parce que tu l'as dit, West Brom est un vrai vivier de la formation en Angleterre. Et voilà, on a cet avantage que West Brom est très proche de Birmingham, donc enfin c'est quasiment Birmingham. Donc voilà, c'était vraiment cette facilité et cette perspective d'avenir qui a poussé certains à faire le pas. Et on a aussi et surtout le capitaine des U17 de l'Angleterre, qui est Josh Finney, qui lui était à Fleetwood Town et qui était vraiment très très proche de signer à Manchester United et qui finalement a refusé pour se diriger vers Aston Villa, qui est un club où effectivement il y a plus de perspectives d'avenir, en tout cas pour ces jeunes. Ouais, alors je rebondis. Là, c'est un peu hors football, mais alors pour avoir vu quelques images de la ville de West Bromwich, mon Dieu, que ça a l'air moche et chiant comme ville. Ouais, c'est la Donc, banlieue Birmingham, ouais, hein. ça a l'air quand même très Ouais, compliqué, ouais. hein. Je pense que dès que tu peux en partir, tu en pars, hein, je pense. Donc, c'est bien parce on va se faire des potes à peu près dans toute l'Angleterre avec tout ce qu'on a balancé. Voilà, t'as choisi à peu près les pires villes du pays, hein, donc c'est pas surprenant. Euh, avant de te Il couper, manquerait plus que t'aies un avis sur Macclesfield, par exemple, ouais, ça pourrait être pas mal, non? je ne sais même pas où c'est, tu vois. Ouais, moi Aucune non idée. plus. Ouais, c'est mis nulle part, hein, un peu avec les Wolverhampton et les MK Ah, dans Dons, les Midlands, ouais. Eh les ben voilà. Midlands, Et hein, ben comme c'est, par hasard, on est juste voilà. à côté de Birmingham hein, quand même, hein, Voilà. les villes. Bon, Hein. écoute, je dois avouer que moi qui ai visité l'université de Birmingham, c'était pas trop moche dans ce coin-là non plus, hein, mais Oh, c'est vrai c'est que pas dès que tu sors dans la particulièrement banlieue, joli non plus, hein, je peux te dire. Mais bon, moi non, j'aime bien. l'université elle-même est très jolie, mais Ouais. dès que tu sors de là, c'est compliqué, hein. Pour arrêter la page tourisme et revenir, puisque Quentin, je suis désolé, mais je t'ai coupé, tu allais aussi commencer à parler de Mile Jedinak, donc qui est un ancien joueur du club et qui aujourd'hui est revenu dans ce rôle de responsable des joueurs en prêt, un peu le rôle que Claude Makelele peut avoir par exemple à Chelsea. Ouais, absolument. Alors c'est quelque chose de très important pour Villac de faire le lien avec le passé et donc en ce sens-là, Yedina qui était un excellent recrutement, euh, qui n'en est pas vraiment un parce que Yedina qui avait joué vraiment
jusqu'en 2019, donc l'année de la promotion. Donc il n'a pas vraiment attendu énormément de temps avant de revenir. Mais Yedina, qui était quelqu'un qui était connu pour être très très proche des jeunes notamment, très protecteur, très paternel dans son approche, qui était très très proche euh, des joueurs issus du centre de formation et qui essayait vraiment de les pousser à gagner en maturité, en professionnalisme. Et donc en ce sens-là, c'était un excellent recrutement et tout à fait logique de la part du club. Et son rôle qui est de charger de prêter en fait les joueurs en Angleterre euh, est quelque chose de très important parce que il doit notamment sélectionner les clubs qui correspondent au profil des joueurs. Et donc là récemment, il y a Jadon Philogene-Bidace qui est lui prêté du côté de Stoke. Et ça se passe très bien. Et c'est vraiment ce côté renforcer les liens avec la Football League pour que à la fois le club qui recrute ces jeunes soit capable de passer un cap et à la fois les jeunes qui sont prêtés puissent s'adapter vraiment au mieux au football professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui correspond parfaitement à cet objectif que d'amener les joueurs du centre de formation vers la première ligue. Et justement, alors, avant de parler plus en détail de ces jeunes, il y en a pas mal, hein, et tu vas nous en parler juste après. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde pour pour amener ces jeunes de l'équipe de l'académie jusqu'à l'équipe première. Il y a donc Mark Harrison qui est le responsable de l'académie. Tu viens d'en parler. Il y a Mile Jedinak. Il y a aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, Adam Henschel, hein, qui est donc responsable de si on traduit son titre, de l'émergence des talents. À côté de ça, il y a Johan Lange qui est directeur sportif. On a vu, il y a aussi son bras droit, Frédéric Lett, qui lui est responsable de la data. En fait, est-ce que à ton avis, il y a trop de monde pour faire ce suivi, ou est-ce que chacun non, a vraiment un rôle bien défini et c'est vraiment un partage de compétences et des décisions de prise de concert entre tout ce petit monde? Je pense que ça correspond parfaitement à cette idée que chacun est vraiment chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice au sein du club et donc je pense que les tâches sont parfaitement désignées pour les uns et les autres. Et ça correspond vraiment à cette idée de professionnaliser le club, ce qui n'était pas forcément le cas évidemment sur les 20 dernières années. Mais après, je connais pas suffisamment le fonctionnement interne du club, mais ce que je sais, c'est que ça a l'air de plutôt bien marcher pour les uns et les autres. Alors, ça a l'air de plutôt bien marcher. On va enfin passer à la séquence, je sais pas si on peut dire scouting, pépite, football manager, ce qu'on veut. En tout cas, il y a une tête émergente depuis le début de saison. Alors, je me trompe toujours avec son frère. C'est Jacob Ramsey, hein, c'est ça qui est aujourd'hui Jacob Ramsey en équipe première. qui est en équipe première, qui porte le numéro 41, un peu à la Declan Rice au milieu de terrain. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent aussi. Il y a son petit frère Aaron Ramsey. Il y a les frères Chukwuemeka et surtout Carne Chukwuemeka qui est aussi milieu de terrain. Jadon Philogene-Bidace dont tu parlais, ou Bidace, pardon, dont tu parlais, Ben Krisen, Louis Barry, Lamar Bogard, qui je crois est le fils de, je crois, j'ai un doute, mais il me semble que c'est le fils de Winston Bogard. Est-ce que tu peux nous Absolument. parler de tous ces jeunes qui arrivent? Alors, ce qui est étonnant, c'est que les frères Ramsey étaient là avant le changement de direction. Donc, eux, pour le coup, c'est vraiment des produits de la ville de Birmingham, en fait. Ils sont nés à Et Birmingham, donc, hein. ouais, absolument, absolument, d'un père boxeur. Donc, c'est un petit peu pour le côté folklorique. Mais c'est vrai que ces deux joueurs qui sont issus du centre de formation étaient là avant que ça change de cap, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse génération qui arrive, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a remporté la FA Youth Cup la saison dernière, et qui aujourd'hui est en train de pousser les portes de l'équipe première. Et il y en a d'autres aussi qui arrivent, qui sont beaucoup plus performants,
Je vais pas vous faire toute la liste des noms parce que déjà tu en as donné quelques-uns qui sont très intéressants et surtout parce qu'il y en a tellement que ça prendrait peut-être 10 minutes de tous les nommer. Il y a peut-être un nom que j'aimerais bien citer, c'est celui de Cameron Archer, qui est aujourd'hui prêté à Preston North End, qui réalise une saison assez incroyable. Il n'était pas cité parmi les joueurs les plus prometteurs de sa génération, mais aujourd'hui, c'est un buteur hyper fiable. Je vous recommande de suivre FRIFL Championship sur Twitter parce qu'il est très actif et très emballé par son profil. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cameron Archer a marqué ses premiers buts en professionnel cette saison, dont une tête magnifique contre Chelsea en EFL Cup. Et c'est vraiment un profil très différent de celui qu'on peut trouver chez les attaquants. Il est pas très grand, mais il est hyper véloce, enfin, il bouge dans tous les sens. Et donc voilà, c'est un très très bon attaquant et qui sait se déplacer et qui est peut-être l'une des stars de demain. Voilà. Et pour en revenir aussi à la question, pardon, on n'a pas fini cette parenthèse aussi, mais à quoi aujourd'hui est-ce qu'il y a un trait d'union entre tous ces joueurs? Est-ce qu'il y a une philosophie de formation qui a été implémentée, à Aston Villa? Est-ce que c'est plutôt des joueurs techniques, des joueurs, robustes, physiques? Est-ce que c'est des joueurs intelligents qui ont plus le sens, du positionnel? C'est à quoi ressemble, un joueur formé aujourd'hui à Villa avec Mark Harrison? Très bonne observation. Je suis pas sûr qu'il y ait un profil type, mais une chose est sûre, c'est il y a une recherche constante du joueur intelligent. Donc quelqu'un qui sait se déplacer, quelqu'un qui sait faire les bons appels, quelqu'un qui sait quoi faire en fait du ballon, quelqu'un de technique aussi, parce que on n'a pas de joueurs un peu bourrin comme on peut trouver l'Angleterre des années 80 peut-être. Mais bon, Faudrait voilà, faire aujourd'hui rejouer, on... Milé Jedinak pour ça. Ouais, il était technique hein, quand même, hein, Yedinak. J'aimais bien moi. Mais c'est vrai que voilà, il y a plus trop ce profil du joueur un peu bourru qui sait pas trop quoi faire du ballon, mais qui est très très physique. Là, il y a une recherche vraiment du joueur technique capable de s'adapter à n'importe quelle équipe en fait. Oui, et puis, Steven Gerrard passe sur un 4-3-3, donc c'est vrai que, bah, le sens de la position, du déplacement, la recherche d'espace, ça va être relativement important et c'est peut-être aussi, en prenant tout ça en compte que, ben, il est passé sur ce schéma-là qui, je sais pas comment se comportent depuis le début de saison les équipes de jeunes d'Aston Villa. Est-ce qu'elles jouent aussi en 4-3-3 et est-ce que ces jeunes performent bien aujourd'hui? Je saurais pas te donner l'information exacte parce que j'ai pas eu trop l'occasion de les voir jouer cette année. Je sais que l'année dernière, il y avait un petit peu ce 4-3-3 de Dean Smith aussi, mais qui n'était pas présent chez toutes les équipes de jeunes en tout cas. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un critère vraiment clé la formation. En tout cas, c'est pas comme la Masia du FC Barcelone, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les joueurs sont capables de s'adapter à ce système très facilement parce qu'ils ont les capacités techniques et l'intelligence de jeu pour le faire. Donc c'est vraiment un work in progress, on pourrait dire, ce centre de formation et ce passage, on le voit, entre les équipes de jeunes et l'équipe première qui est renforcé par, bah, de la compétence pour accompagner justement ces jeunes talents. Ouais, complètement. Ben, messieurs, on arrive un petit peu au bout de ce podcast. Déjà, merci à tous les 2 de m'avoir accompagné pour parler de ce club dont je ne sais pas grand-chose, je l'avoue et j'ai fait pas mal de recherches parce que, bah, voilà, ça m'intrigue. Steven Gerrard, Jack Grealish, on en parle beaucoup, mais au final, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'autres choses à couvrir sur ce club. Je vais pas être très original et c'est Tom qui le disait dans le podcast dans lequel il m'a invité. On a à peu près tous les mêmes questions au départ et à la fin, donc je vais pas être très original et je vais vous demander bah, vos projets pour l'année et ce qu'on peut vous souhaiter. On est encore en février, on a encore le droit de se souhaiter bonne année et de se demander ce qu'on va faire en 2022.
Bah, je vais démarrer, écoute, ouais, bah, écoute, ça va être une continuité d'un peu de ce que j'ai pu faire en 2021. Ça va être les magazines mensuels. On va continuer les podcasts. Moi, je suis en pleine période de parole de journaliste auquel tu as pu participer. Voilà, on va continuer de produire du contenu. Moi, je démarre ma thèse quand même cette année en master journalisme, donc on verra le temps que ça me prend, mais c'est vrai qu'à partir de là, je peux commencer à me projeter un petit peu plus sur une vraie carrière de journaliste. Donc on verra à ce moment-là, mais c'est vrai que ça va continuer sur beaucoup d'articles, que ce soit, bah là, je me lance sur Salford City, pour ceux qui peuvent connaître. Qui viendra très bientôt, mais même voilà, que ce soit du derby de Séville, que ce soit l'Olympique Lyonnais et ses déboires. Donc voilà, ça va être encore une belle année 2022, je pense, et on espère que ça suivra sur le terrain au moins. Une année 2022 pour ta part qui se passe sous le grand soleil de Groningen, aux Pays-Bas. Hein. Alors, le grand soleil, je pense qu'on est plutôt sur du Tormionis. Là, on a un peu de tout. Hein, c'est-à-dire que 8h, il fait beau. 9h, c'est la tempête du siècle. Et après, on a de la neige toute la journée avant d'avoir du grand soleil et 15 degrés en fin d'après-midi. Donc, franchement, on sait pas. C'est pire qu'en Angleterre ici. Il fait beau en Angleterre, il fait beau. Il fait très beau. Il fait toujours très beau en Angleterre. Et du coup, même question, Quentin, pour toi. Pour moi, ce sera certainement lié à 90 Min, donc je vous invite vraiment à nous suivre à ce niveau-là. On est présent partout sur tous les réseaux sociaux et on a un très beau site internet. Donc voilà, on est en train de préparer quelques très belles choses, notamment autour de l'Euro féminin et de la Coupe du Monde, évidemment, qui va arriver très fort cette année. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut me souhaiter, d'avoir une belle année de football pour nous tous et surtout des bons résultats pour Villa. Bon, toi, tu as déjà eu ton diplôme de journaliste, c'est bon. T'as plus rien Euh, à... Officiellement, j'en ai un, mais j'attends le deuxième qui doit arriver. D'accord, c'est quoi? C'est dans l'officieusement, là, à ce moment-là. Ça a l'air nébuleux. Quelle est l'histoire? Si, t'as bien ta carte, tu es journaliste. Ouais, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. En revanche, voilà, j'ai fait un master l'année dernière en communication dans le monde du football et marketing digital. Et j'attends les résultats de ma thèse qui doit arriver en début de semaine prochaine. Donc voilà, j'attends avec impatience ces résultats qui viendront confirmer effectivement si je suis diplômé ou non. Eh ben, écoute, on croise les doigts, tu nous tiendras au courant. Je pense que de toute façon, on aura le droit à un petit post sur Twitter. J'imagine au moins si c'est bon. Si c'est moins bon, je ne sais pas, Ouais, mais au ouais, moins si c'est bon. avec plaisir, je ferai ça, merci. Bon, bah, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris un moment avec moi. Tom, de toute façon, nos chemins s'entrecroisent Toujours. sur Twitter et peut-être un jour dans la vie, je ne sais rien. Et puis Quentin, bah, merci, merci de nous avoir apporté ton éclairage en tant que supporter d'Aston Villa. Avec Et grand puis bah, plaisir. écoutez, à tous les auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut! Salut à tous.